bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité de ce mardi 1er juin. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 9e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 15 heures, la Copa América 2021 aura finalement lieu au Brésil, c'est ce qu'a annoncé la FIFA. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons cette édition avec le Conseil des ministres sous la présidence du président de la République et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh. C'est une aujourd'hui la 9e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons pour plus de le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne également, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 9e séance du Conseil des ministres en ce mardi 1er juin 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question est relative à un projet de décret portant nomination. M. Ahmed Mohamed Ousmane est nommé au poste de directeur par intérim de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant création du diplôme d'état d'assistant de service social, grade licence professionnelle. Ce présent projet d'arrêté a pour objet de mettre en place un diplôme d'assistant du service social au sein de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Le projet global de formation fondé sur une pédagogie de l'alternance intégrative a pour finalité la formation de professionnels compétents, c'est-à-dire sachant agir et interagir avec pertinence et compétence dans des situations données. Pour cela, des ressources sont à acquérir et mobiliser, des ressources internes, à savoir donc le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, le relationnel et sociaux, et des ressources externes. La formation est organisée pour développer le devenir de ce professionnel compétent par l'apprentissage dans le cadre de situations singulières et complexes. Au-delà des techniques et méthodes d'intervention, la démarche d'acquisition d'une posture réflexive du futur travailleur social est initiée à travers 2 méthodes de formation: l'auto-évaluation du parcours de professionnalisation et l'initiative à la recherche. Et le processus d'apprentissage est jalonné sur 3 ans. Il se traduit par un cheminement qui passe par des étapes de progression. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant création du diplôme d'État option technicien supérieur de laboratoire, grade licence professionnelle. Ce projet d'arrêté a pour but d'inscrire la formation du technicien de laboratoire de l'Institut supérieur des sciences de la santé dans le système licence, master, doctorat. L'objectif visé par cette universitarisation du cursus de formation est d'une part le renforcement des savoirs scientifiques qui favorisera une meilleure adaptation aux évolutions rapides que connaît le métier. D'autre part, elle facilitera les progressions de carrière et permettra à ceux qui le souhaitent de s'engager dans une poursuite d'études plus approfondies. Ainsi, le relèvement du grade des diplômés dans le cadre du dispositif LMD impose la révision de l'ensemble de l'architecture des études, une organisation de la formation en semestre, en unité d'enseignement et la mise en œuvre du système de crédit. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé plusieurs autres questions. Réécoutons donc le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, également porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf. La 4e question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet intégré de transfert monétaire et renforcement du capital humain. Dans le cadre des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie du Covid-19 qui a sévi dans le monde et suite aux mesures de protection sanitaire décrétées par les autorités djiboutiennes compétentes, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, porte une action d'assistance sociale urgente aux ménages vulnérables en situation précaire. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a demandé à la Banque mondiale la restructuration du projet initial afin de soutenir une réponse rapide et ciblée du filet social de sécurité alimentaire à la pandémie du Covid-19
en réaménageant des allocations initiales du projet. Ce financement additionnel permettra d'élargir les transferts monétaires à 2500 ménages à Djibouti, donc la couverture des bénéficiaires de la composante 1, qui passeront de 5 000 à 7 000 ménages. Elle permettra également d'élargir le nombre des comités de développement locaux qui passeront de 50 à 60, ainsi que les investissements des sous-projets de 100 à 120 sous-projets. Le financement additionnel est une nouvelle sous-composante du paragraphe 1.3 d'inclusion productive et est proposé pour assurer l'autonomisation des bénéficiaires pour une cible de 2000 bénéficiaires sous forme d'activités génératrices de revenus. C'est dans cette optique que la République de Djibouti a signé le 10 avril 2021 un accord de financement additionnel sous forme d'un crédit de 15 millions de dollars, soit 2,5 milliards de francs Djibouti, pour assurer la continuité du projet jusqu'au 31 décembre 2023. Le programme ambitionne d'améliorer les conditions de vie des ménages pauvres et vulnérables et d'améliorer leur résilience aux chocs économiques. Le projet soutient également les engagements de Djibouti visant à faciliter l'intégration socio-économique durable des réfugiés. Le projet est aligné sur le programme national de solidarité et famille lancé par le président de la République en janvier 2016. Un programme qui est également en cours avec le financement du budget de l'État dans 5 sous-préfectures des régions de l'intérieur. L'évaluation de ce programme a démontré l'impact positif dans la consolidation du bien-être de la population rurale ciblée. À long terme, l'impact économique clé du projet sera de contribuer à la réduction du taux de pauvreté par habitant, ainsi qu'au renforcement des systèmes qui permettront la poursuite des dites réductions après la fin du projet. La 5e question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour les entités externes de la centrale électrique de Damerjog et l'extension du réseau de transport d'électricité. Cet accord de financement avec le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe d'un montant de 5 206 500 000 francs Djibouti, en vertu de l'accord de financement signé le 30 mars 2021 pour le financement, est relatif donc à la construction d'une centrale électrique à Damerjog et l'extension du réseau de transport électrique dans sa première phase. L'objectif de développement du projet consiste à consolider la production locale d'électricité et le transport de l'électricité en République de Djibouti. La capacité de production énergétique sera augmentée de 10%. La centrale électrique de Damerjog comprend la construction de la première phase de la centrale d'une capacité d'environ 50 MW, utilisant 6 unités de 9,3 MW chacune, fonctionnant au gaz naturel et au mazout lourd, avec tous les travaux de génie civil, mécanique, électrique nécessaires pour la première et deuxième phase, en plus des travaux de l'aménagement ou de préparation du site. EDD Électricité de Djibouti aura pour rôle de coordonner, superviser et contrôler l'exécution du projet, et l'EDD aura également ce rôle de coordinateur et recrutera un spécialiste en passation de marché. Ce recrutement se fera par voie d'appel d'offres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 9e séance du Conseil des ministres. Également, dans l'actualité de ce 15h, la semaine nationale des sages-femmes est bien présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmad Roble Abdili, et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan. Notons également la présence à cette cérémonie de clôture de la semaine nationale des sages-femmes au Palais du Peuple de la vice-présidente de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hasna Hamad Bilil, et de la représentante du FUNIAP à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim Jama'a. Placée sous le thème « Les chiffres parlent d'eux-mêmes, investissez dans les sages-femmes », ces 2 phrases ont été martelées tout au long de cette cérémonie de clôture de la semaine nationale. Autre temps fort de cette journée, les discours des officiels ont été fortement applaudis pour leur soutien et l'assurance de leur disponibilité pour appuyer le rôle important des sages-femmes qui sont les piliers de la société. Le ministre de la Santé, Dr Ahmad Roble Abdili, a indiqué que le noble métier des sages-femmes constituait un corps spécifique qui intervient à la fois sur le présent mais également sur
l'avenir d'une nation. Investissez dans les sages-femmes. Ce sont les mots de la directrice exécutive de UNFPA lors de la journée internationale de la sage-femme le 5 mai 2021. Dans son discours, la directrice du FNUAP a tenu à féliciter et à saluer l'abnégation de tous les professionnels de la santé maternelle et néonatale, et en particulier des sages-femmes. Elle a dit par ailleurs que chaque jour, dans toutes les régions du monde, des sages-femmes sauvent la vie des femmes et des bébés et promeuvent la santé et le bien-être des communautés entières. Elles méritent notre respect et notre gratitude, mais cela ne suffit pas, parce que les sages-femmes méritent un plus grand investissement dans leurs capacités et leurs lieux de travail, qui les rendent plus autonomes et reconnaissent pleinement leurs compétences et leurs contributions. Eh bien, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane, s'est exprimée en ces termes. C'est pour moi également un honneur d'entamer cette mission de mon nouveau département en tant que ministre de la Femme et de la Famille, à partager avec vous cette séance qui est consacrée à la nécessité d'investir dans la sage-femme. Dans ma prime carrière au niveau du ministère de la Santé, j'ai pu apprécier l'importance de la sage-femme à travers les lourdes tâches et combien nobles missions qu'elle a pu incomber, qu'elle a pu accomplir, celle de donner des vies en évitant des risques inhérents à toute opération d'accouchement. Nos mères, nos grands-mères, ainsi que malheureusement certaines femmes ayant eu recours récemment aux services inadaptés d'accouchement traditionnel, nous envient pour cette chance que nous avons d'accoucher en milieu médicalisé ou à domicile, mais avec des assistances sages-femmes bien formées. Nous disposons en effet aujourd'hui d'un corps technique suffisamment formé pour procéder aux opérations de gynécologie et d'obstétrique dans les conditions de sécurité optimales. Les chiffres en recul de la mortalité maternelle et infantile vous doivent beaucoup, mesdames les sages-femmes. Il est en effet admis à l'échelle mondiale, selon le FNUAP, que des soins obstétricaux de qualité pourraient permettre d'éviter plus de 80% des cas de mortalité maternelle et de mortalité néonatale. Des investissements dans l'obstétrique, en formation et en équipement sont donc requis pour protéger la santé et le bien-être des femmes, des nouveau-nés et de permettre aux sages-femmes de travailler dans un environnement sécurisé. Mesdames et messieurs, procréer, engendrer, c'est entrer un être dans un genre humain, c'est faire preuve de générosité. La profession de sage-femme est une profession de tous les temps. C'est une conviction personnelle et non seulement un travail. Elle accompagne la femme pendant la grossesse et pour en assurer le suivi et l'accouchement. Alors si on adjoint le mot sage au mot femme, c'est pour mettre l'accent sur le bon jugement, le caractère à la fois avisé et sensé de sa conduite pour aider la femme à accoucher normalement. Prenons la parole en dernier. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a plaidé en faveur des investissements dans les soins néonataux, selon lui, et infantiles, en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile. Voici ses propos. Je me réjouis d'être ici ce matin parmi vous pour la célébration de la Semaine nationale de la sage-femme placée cette année sous le thème « Les chiffres parlent d'eux-mêmes ». Investissons dans les sages-femmes. Il est opportun de plaider en faveur des investissements dans les soins de qualité pour améliorer la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile. Je profite de cette occasion pour adresser mes sincères salutations et mes sincères remerciements à toutes les sages-femmes de notre pays qui sont à pied d'œuvre pour soigner, assister et accompagner leurs consoeurs dans les formations sanitaires et surtout en cette période difficile de la pandémie de la Covid-19. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que le rapport mondial de 2021 sur le métier de sage-femme a fourni des données probantes et une analyse détaillée sur l'impact de l'amélioration des sages-femmes sur la santé maternelle et néonatale. C'est le lieu de rappeler ici
que les sages-femmes jouent un rôle important dans la prise en charge et l'amélioration de la qualité de soins maternels néonatals, ainsi que la réduction des décès maternels et néonatals évitables afin d'atteindre les objectifs du développement durable, ODD 3, qui consiste à réduire autour de l'horizon 2030 la mortalité maternelle mondiale à moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Les défis sont immenses et les attentes tout autant. Mais ensemble, je suis persuadé que nous avons la capacité de faire sensiblement évoluer la santé de la mère et du nouveau-né. En bref et en image, avec cette prise de contact du nouveau ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, qui s'est rendu à l'hôpital général Pelletier, où il a été chaleureusement accueilli par les principaux responsables de l'institution hospitalière. En effet, le ministre de la Santé a entamé sa visite guidée par le service des admissions, qui est le point d'accès aux différentes prestations de l'hôpital. Ainsi, le ministre de la Santé s'est enquis du fonctionnement des entités clés de cet hôpital en visitant dans les services tels que la pédiatrie, le service d'imagerie médicale, l'ophtalmologie, le laboratoire de catéchérisme cardiaque ou la coronographie. Rappelons que l'hôpital général Pelletier est un hôpital de référence nationale au sommet de la pyramide sanitaire qui demeure la plus importante structure hospitalière du pays, employant plus de 700 personnes de toutes catégories confondues. Et voilà qui nous ramène de parler de cette journée de sensibilisation et d'information des élèves de la formation professionnelle en fin de cursus scolaire au processus de recherche d'emploi co-organisé par l'ANEFIP et la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Rencontre entre le personnel de l'ANEFIP et les élèves du terminal Bac Pro au LIC, c'était ce lundi. Hier, au lycée technique de Gabod et au centre sectoriel de formation aux métiers de logistique et transport. L'objectif de cette journée est d'abord de faire découvrir à l'ANEFIP aux élèves en fin de cursus scolaire terminal Bac Pro et dernière année de CAP. Ensuite, présenter la nouvelle plateforme djiboutiemployment.org et enfin, sensibiliser le jeune à l'avantage de s'y enregistrer pour multiplier les chances d'insertion professionnelle. De les informer qu'une fois qu'ils ont acquis leur diplôme, il y a une institution publique qui est là pour les accompagner et les appuyer afin de négocier au mieux ce virage souvent délicat entre la vie d'étudiant et la vie professionnelle, à travers que ce soit des formations en renforcement des capacités ou que ce soit des programmes d'insertion professionnelle, entre autres. Car il a été constaté que la grande majorité des demandeurs d'emploi n'ont pas connaissance de l'existence de l'ANEFIP et cela les pénalise en quelque sorte, d'où la mise en place de cette initiative qui va permettre, on l'espère, de faire comprendre à ces futurs demandeurs d'emploi qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, qu'il y a une institution, qu'on est là pour les accompagner, les orienter, les conseiller et les guider dans la recherche de leur travail. L'actualité dans les régions de l'intérieur à présent. Nous commençons avec la ville de l'Unité d'Ikil, où la direction des fonds de garantie partielle des crédits du Djibouti, conduite par son directeur général, Awad Ahmad Mouti, accompagné du président du club des jeunes entrepreneurs, s'est rendu dans la ville de d'Ikil pour une tournée d'information et de consultation. À leur arrivée, ils étaient accueillis à la préfecture de la région par le préfet, M. Adan Dalal Moussa, où ils ont discuter des opportunités qu'offre le fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs de la région de l'Unité.
À présent, à Alice Abiy, dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal, la douane djiboutienne a procédé hier à la saisie de près de 50 cartons de produits non estampillés et interceptés par des militaires du bataillon d'intervention rapide, le BIR, à Alice Abiy, donc dans la région d'Alice Abiy. Cette importante quantité de contrebande a été découverte et saisie lors des récentes opérations de ratissage effectuées dans les zones du trafic illicite non loin de la frontière entre la République de Djibouti et le Somaliland, composé de cigarettes de différents types, de comprimés, de produits cosmétiques. Le commandant du bataillon d'intervention rapide, le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoui, a remis cette impressionnante quantité de produits illégaux à M. Yahya Moussa Igué, chef de la division de douane de la région. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre. D'abord, annoncé en Colombie et en Argentine, la Copa América 2021 aura finalement lieu au Brésil. Eh bien, ce dimanche 13 juin et samedi 10 juillet, c'est ce qu'a annoncé donc hier la Confédération sud-américaine de football via le tweet de la FIFA. La Copa América 2021, qui devait avoir lieu en Colombie et en Argentine, sera finalement organisée en Brésil. Eh bien, ce pays de 44 millions d'habitants a enregistré près de 3,8 millions de cas déclarés du Covid-19 et plus de 70 000 décès depuis le début de la pandémie. Au cours des dernières semaines, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes a oscillé entre 20 000 et 40 000. Le Brésil a pour sa part enregistré plus de 460 000 morts du Covid-19 et les épidémiologistes craignent une troisième vague de contamination avec l'organisation de la Copa América. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti. 4.